Ferry. Mon vieil ami Jean d'Ormesson m'avait dit une fois, vous savez qu'il est agrégé de philo, entre autres choses, et il m'avait dit une fois, il n'y a qu'un truc, vraiment, alors là, dans toute l'histoire de la philosophie que je ne comprendrai jamais, je n'y ai jamais rien compris, c'est la théorie du schématisme chez Kant, qui est réputée au cœur de la critique de la raison pure, être le passage de aux autres. Donc c'est dommage que Jean ne soit pas là, mais bon, peut-être si vous avez l'occasion. De loin, d'un certain nombre de considérations que j'ai déjà présentées devant vous, mais je suis un peu comme les vagues, il faut repartir de moyenne des Grecs, le stoïcisme. Dans le stoïcisme, dans la culture grecque, dans la cosmologie grecque, vous avez, j'y reviens, mais je l'avais déjà expliqué devant vous, je ne vais pas y revenir longtemps, vous avez l'idée que l'univers tout entier, donc ce que les Grecs appelaient le cosmos, est un univers qui est à la fois donc parfaitement organisé comme un être vivant. Les stoïciens comparent toujours le monde dans son ensemble à un gros animal, à un gros être vivant, à un gros système organisé comme est organisé un organisme vivant. Donc ce système que forme le monde entier, le cosmos, l'ordre cosmique est parfaitement harmonieux, même que le rôle d'un joueur de flûte c'est de jouer de la flûte, ou le rôle d'une plante c'est de pousser, que sais-je encore, d'un œil c'est de voir, etc. Il y a l'allemand qui était proche des Grecs. Les fins sont domiciliés dans la nature, c'est-à-dire que les finalités, pensées raisonnablement ou rationnellement par exemple, et donc chaque être a une finalité, un ergone propre, comme dit Aristote, qui est inscrit dans sa nature. Et puis, avec quoi Kant va rompre totalement et définitivement le cosmos ascendant par rapport à nous. Il est extérieur et supérieur à l'humanité. Donc le cosmos est divin. Mais il est aussi logos, il est logique, il est accessible à la raison. Les stoïciens sont convaincus que grâce aux sciences, à l'astronomie, à la physique, à la biologie, etc., les mathématiques évidemment, on va pouvoir se faire une idée exacte du monde. On va pouvoir se faire une représentation juste de l'univers. Il est compréhensible, il est rationnel cet univers. Et donc on peut le comprendre grâce à la structure cosmologique, c'est le cas de le dire, du monde aristocratique jusqu'à la Révolution française. Et dans la philosophie, la vraie rupture, c'est Descartes, la modernité cartésienne de cette philosophie du sujet. Donc dans le monde grec moral, la philosophie pratique, et puis l'esthétique, la philosophie du beau. Prenez donc philosophie du juste, de l'injuste, du bien et du mal, et puis philosophie esthétique, la théorie du beau. Vous voyez que ces trois axes de la philosophie, alors chez les Grecs ça ne s'appelle pas esthétique, hein. Le mot esthétique il apparaîtra qu'en 1750 dans un livre d'un disciple de Leibniz et de Wolff, Baumgarten, et qui écrit le premier livre dans l'histoire de l'humanité à s'appeler Esthética. Donc chez les Grecs, paradoxalement, alors que le mot esthétique est un mot grec, ça s'appelle tout simplement la théorie du beau ou la pensée du beau. Mais laissons la problématique des mots de côté. Ces trois moments de la philosophie, donc la connaissance, la morale et l'esthétique, vont se penser entièrement par rapport à l'idée de cosmos. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? La connaissance, c'est la théoria. Et je vous avais dit déjà que le mot théoria, son étymologie, ça veut dire teion orao. Je vois le divin. Orao, ça veut dire je vois. Teion, c'est le divin. L'aoriste, le passé du mot orao a donné l'idée, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est vu par l'intelligence, c'est ça les idées. Eh bien, le rôle de la théoria, c'est de contempler, d'ailleurs on a traduit en français par contemplation, le mot théoria c'est traduit par contemplation. Le rôle du savant, qu'il soit philosophe ou scientifique, c'est de voir la divinité du monde, c'est-à-dire de percevoir l'harmonie cosmique. C'est ça le rôle de l'astronomie, de la physique, de la biologie et de la philosophie qui rassemble tous. Divinité du cosmos, c'est-à-dire je vois l'harmonie sublime, juste, belle et bonne, cette organisation magnifique qui caractérise l'ordre cosmique. Et donc, la vérité en grec se dit aletheia. L'été, j'ai pas de tableau, ça fait rien. L'été, ça veut dire le voile. L'été en grec, c'est le mot qui désigne donc le voile. L'organisation rationnelle du monde ne dépend pas de la pensée humaine, elle est déjà le monde, c'est-à-dire au sens où il retire un voile et il le contemple. Mais il ne l'invente pas. Ce n'est pas le savant qui introduit de la rationalité dans le monde. Donc la science est découverte, elle n'est pas invention. Toujours l'idée que l'intelligence, la connaissance, c'est une vision d'une harmonie qui existe déjà. La morale, pareil, même chose par rapport à cet ordre cosmique. Ce qui est juste, c'est ce qui est ajusté. Là, vraiment, les mots ont un sens. Le juste, c'est produit la hiérarchie du monde.
Il est bon que les aristocrates soient en haut, que les meilleurs soient en haut, que les moyens soient au milieu, que les mauvais soient en bas. Le monde est juste quand la cité est juste, l'ordre politique est juste quand, encore une fois, la cité est ajustée à l'ordre cosmique. Le juste, c'est l'adjointé, c'est l'ajusté. Et je vous l'avais dit d'ailleurs, je crois, dans les écoles grecques, par exemple dans l'école stoïcienne, dans l'école des cyniques aussi, on développait donc des exercices de sagesse, ce qui a disparu avec le christianisme. Je vous en avais dit quelques mots, je le rappelle simplement pour que vous ayez l'arrière-fond. Des exercices de sagesse qui étaient tous destinés à faire en sorte que les humains détournent le regard des choses inessentielles, les conventions humaines par exemple. Une vie juste, c'est une vie ajustée. Et voilà pourquoi, par exemple, lorsque Diogène, l'un des maîtres cyniques, couchait avec sa femme Hipparchia, dont je vous avais dit qu'elle était ravissante, eh bien, il levait le rideau de sa grotte infâme dans laquelle il habitait à Athènes pour que tout le monde puisse voir qu'il faisait l'amour avec sorte qu'on accepte l'harmonie de la nature. Rien n'est plus naturel que faire l'amour. Voilà ce que disait Diogène à ceux qui étaient choqués. Et donc le juste, c'est l'ajuster à la nature cosmique. Et puis l'esthétique, évidemment, même chose. L'esthétique, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art réussie pour les Grecs, et notamment la statuaire grecque, avec l'harmonie parfaite d'être un microcosmos, un petit monde, d'imiter en petit les caractéristiques de l'harmonie du grand tout, de l'harmonie cosmique. Le beau n'est rien d'autre que la reproduction en petit de l'harmonie du grand tout. Vous voyez qu'il s'agisse du vrai, du bien ou du beau, tense de l'ordre cosmique par rapport à la pensée humaine, à la réflexion humaine. Et donc on est dans tous les cas de figure dans une connaissance objective, dans une morale objective et dans une esthétique objective. Le beau, ça n'est pas ce qui plaît à la sensation. Et avant tout, il y a un critère objectif du beau. Est-ce qu'on a bien reproduit l'harmonie de la nature ? La tragédie d'Échille, d'Euripide, de Sophocle, elle met en scène la mythologie grecque. Vous ne trouvez rien d'autre dans les Prométhée, etc. Et chaque fois, prenez l'exemple des travaux d'Héraclès, les travaux d'autres, et toute la mythologie grecque n'est rien d'autre que ça. Elle ne raconte jamais autre chose que la lutte des forces cosmiques, c'est-à-dire des forces de l'harmonie. Les lieutenants de Zeus, les héros grecs Persée, Thésée, Hercule, Héraclès, sont des lieutenants de Zeus, lieutenants au sens propre du terme. Ils font le même travail sur Terre que celui que Zeus a accompli contre les titans, qui sont les forces du chaos, de la disharmonie, de la guerre. Les premiers dieux, les titans, qui sont Jason, Persée ou Héraclès, mais Héraclès c'est le plus évident, eh bien il ne fait rien d'autre que de casser la figure aux monstres, qui veulent détruire l'ordre cosmique et rétablir les forces du chaos. Et donc Héraclès, les 12 travaux d'Héraclès, il ne fait que ça, il se bat contre des monstres qui sont des résurgences des forces chaotiques inites, lui aussi un descendant des titans. Et d'Échidna, la femme de Typhon, donc celle où Zeus détruit les titans, ou en tout cas les enferme dans le Tartare, derrière les portes en bronze que Poséidon a construites. Et donc chaque fois, c'est la même scène qui est reproduite. Le héros grec, c'est celui qui, encore une fois, rétablit l'ordre cosmique contre la résurgence potentielle des forces destructrices du chaos. Kant, maintenant, ce que Kant appelle la révolution copernicienne, c'est que toutes ces questions philosophiques de fond, la question du vrai, la question du juste, la question du beau, vont être abordées non pas par rapport à la notion d'ordre cosmique, mais par rapport à l'idée de subjectivité, par rapport à l'humain. On est passé du cosmos à Dieu avec le christianisme, on va passer de Dieu à l'homme. C'est ça la séquence philosophique. On pense le vrai, le beau, le bien par rapport à l'ordre cosmique chez les Grecs. On pense le beau, le vrai, le bien par rapport à Dieu chez les chrétiens. Et là, on va penser le vrai, le beau, le bien par rapport à l'humain. C'est la révolution copernicienne. Il faut penser toutes ces grandes questions philosophiques à partir de la subjectivité humaine. On voit que Descartes est passé par là. Et voilà pourquoi Kant va écrire 3 critiques. La critique de la raison pure, qui porte donc sur la question de la vérité, de la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance vraie ? La critique de la raison pratique, que j'ai d'ailleurs traduite dans la Pléiade. La critique de la raison pratique qui porte sur la question qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le juste ? C'est la question morale. Et puis la critique de la faculté de juger, 1790, la dernière grande œuvre de Kant, qui porte sur la question de l'esthétique, sur la question du beau. Il y a aussi la question de l'être organisé, mais je la laisse là de côté.
Et donc on a ce passage, un grand livre d'un grand épistémologue français, Alexandre Coiré, épistémologue, c'est-à-dire un théoricien de la science, s'intitule de manière tout à fait parlante, significative, « Du monde clos à l'univers infini », c'est-à-dire le passage d'Aristote à Newton, la cosmologie grecque, si vous préférez, à la physique de Newton. Qu'est-ce qui se fait dans ce passage de la cosmologie grecque à la physique de Newton, et qui est évidemment l'arrière-fond de la réflexion kantienne? Kant est un newtonien. Eh bien, ce qui se passe, c'est la physique moderne, la physique de Newton, fait littéralement exploser l'idée de cosmos. Et qu'est-ce qu'elle fait apparaître à la place, qui va bouleverser le monde, pas simplement sur le plan scientifique, mais sur le plan moral, esthétique? Eh bien, on passe du monde clos, cette espèce de boule harmonieuse, cet organisme qu'est le cosmos des Grecs, il explose, et qu'est-ce qui vient à la place? Le temps infini, l'espace infini et le chaos. La nature, c'est les lois du choc pour Newton. La nature, elle n'est plus harmonieuse, elle est chaotique. Hein, le silence de ces espaces infinis m'effraie, dit non pas Pascal, c'est le libertin Pascal qui dit ça, et qui est horrifié par ce monde dans lequel il n'y a plus de repères, il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche. On est obligé d'inventer les coordonnées cartésiennes, l'abscisse et l'ordonnée, pour situer un point dans l'espace, parce que l'espace est infini. Relativisme complet. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces trois critiques de Kant? Je vous rappelle, ou peut-être je vous dis parce que ce n'est pas évident. Critique, ça n'a évidemment aucune connotation négative dans le vocabulaire philosophique et en particulier dans celui de l'époque. Le mot critique, il vient simplement d'un verbe qui apparaît d'ailleurs pour la première fois dans la philosophie grecque dans le poème de Parménide, le verbe krinein. Krinein, ça veut dire juger tout simplement, séparer. Juger au sens de la séparation. On juge du bien et du mal, par exemple. Donc on sépare le bien du mal. Ça donnait le mot crible, le mot critère, le mot crisis. La crise, c'est une séparation entre deux époques. Et donc ce que Kant va essayer de faire dans ces trois critiques, c'est non pas de critiquer au sens où on dirait je critique telle ou telle idée, au sens négatif du terme, mais ce qu'il va essayer de faire, c'est justement de séparer le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid. C'est ça la critique. C'est séparer par le jugement, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mal, ce qui est bon, et ce qui est beau, ce qui est laid. Et donc, krinein ici, critique s'entend au sens de la séparation. Il s'agit de trier en quelque sorte. Trier les connaissances, trier les idées. C'est ça, les trois critiques. Et ce travail, il est fait par une faculté très particulière qui s'appelle la réflexion chez Kant, Überlegung. Mais je laisse ça de côté, ça ne vous entendrait trop loin. Prenons les trois critiques. Critique de la raison pure, qui est probablement, avec peut-être quelques textes de Hegel, et puis aussi de Fichte et de Schelling d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même la même période, c'est probablement le texte le plus difficile jamais écrit dans l'histoire de la philosophie. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas plus de 10 en France à l'avoir vraiment lu, c'est-à-dire à avoir lu autre chose que le début et la fin. Le milieu, c'est redoutable. L'analytique des principes en particulier, c'est d'une complexité absolue. Et en fait, quand on a compris, c'est très simple. Mais pour arriver à comprendre, c'est horriblement compliqué. Notamment l'analytique des principes, qui est vraiment la reconstruction de la physique de Newton, qui est d'une complexité extraordinaire. Puis ça pose des problèmes d'interprétation qui sont très compliqués, dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais si je vous dis ça, sur la complexité, la difficulté de lire ce texte, c'est parce que dès la première page, ça ne facilite pas la conversation. Première question que Kant pose, tout début de la critique de la raison pure, et quand on est étudiant et qu'on ouvre ça, moi je me souviens, j'ai commencé à lire ça avec 15 ans, on n'y comprend absolument rien. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Vous vous apprêtez à lire un grand livre de philosophie qui va vous parler du sens de la vie, du bien, du mal, que sais-je, enfin de questions importantes qui touchent à l'humanité, et vous ouvrez ce livre qui est considéré comme un des plus grands livres de toute l'histoire de la pensée humaine, et ça commence par une question byzantine à laquelle personne ne comprend rien. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi surtout? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En vérité, c'est très simple et très profond. Comme toujours avec Kant, c'est à la fois très simple et extraordinairement profond. Que signifie cette formule incompréhensible au premier abord? Eh bien, ça signifie une première chose.
Et si vous ne l'avez pas en tête, c'est impossible de comprendre. Vous vous arrêtez au bout de 3 lignes, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas continuer à lire la critique. Ça signifie, premièrement, que le rôle du savant, c'est d'associer des représentations, c'est de relier entre elles des représentations, de relier entre eux des phénomènes. Et je vous dis tout de suite, l'un des connecteurs, c'est l'un des concepts qui permet de faire la liaison, ou l'un des principes scientifiques qui permet de faire la liaison, le plus connu de tous, et je vais en rester à celui-là parce qu'il y en a d'autres, mais celui-là est le plus simple et le plus évident à comprendre, c'est évidemment le principe de causalité. On relie, c'est ça le travail majeur du scientifique, c'est de relier une cause et un effet. Je vous donne tout de suite un exemple, et puis vous verrez ce que ça veut dire jugement synthétique a priori. Un exemple que j'emprunte à un texte qui est intégralement kantien, qui est l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. Claude Bernard, vous le savez peut-être, il va découvrir ce qu'on appelle la fonction glycogénique du foie, c'est-à-dire le fait que le foie fabrique du sucre dans le sang. Et comment est-ce qu'il a découvert ça? Exactement grâce à ce que Kant appelle des jugements synthétiques a priori. Et je vous explique ce que ça signifie, c'est la méthode expérimentale. Claude Bernard s'aperçoit un jour que ces lapins ont du sucre dans le sang. Et il se pose la question, c'est ça l'effet. Quelle est la cause? Quelle est la cause du sucre qu'on observe dans le sang des lapins? Donc vous voyez bien qu'il s'agit de relier un effet et une cause, un phénomène à un autre. Le phénomène premier, c'est il y a du sucre dans le sang de mes lapins. Question de la cause, d'où vient ce sucre? En grec, synthesis, ça veut dire poser ensemble, ça veut dire relier. Un jugement synthétique, c'est exactement un jugement qui relie, en l'occurrence, un effet et une cause. D'un côté, le sucre dans le sang de mes lapins, et de l'autre, la cause, point d'interrogation. Que fait Claude Bernard? Pour trouver la cause du sucre dans le sang des lapins, il va le faire ce que les scientifiques appellent isoler des variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre 2 groupes de lapins, il va mettre un groupe de lapins, les malheureux, à la diète, ils ne mangent rien, les pauvres petits, et puis il va mettre un autre groupe de lapins qu'il va gaver de sucre, par exemple avec des carottes, c'est un aliment très sucré. Et puis il refait une prise de sang 15 jours après à ces lapins, et qu'est-ce qu'il constate? Ce qu'on se constate, c'est que le taux de sucre dans le sang est le même dans les 2 groupes, et que par conséquent, très probablement, le sucre dans le sang des lapins ne vient pas des aliments ingérés par les lapins. Et donc ça vient d'ailleurs. Et puis je vous passe le détail, il va découvrir que ça vient du foie. La fonction glycogénique du foie, le foie fabrique du glucose. Et donc que fait Claude Bernard? Eh bien, avec une expérimentation, en isolant des variables, eh bien, il finit par relier une cause et un effet. Un effet et une cause, plus exactement. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appellerait en logique aujourd'hui un connecteur, c'est ce que Kant appelle les catégories de l'entendement, en l'occurrence la catégorie de la causalité. Eh bien, grâce à ce connecteur qui est a priori, qui est en quelque sorte inhérent à la pensée humaine, qui est donc a priori, eh bien, Claude Bernard a pu prononcer un jugement synthétique, c'est-à-dire relier un effet et une cause. Il a synthétisé, il a relié un effet et une cause qui n'étaient pas a priori visibles dans la nature. Voilà ce que c'est qu'un jugement synthétique a priori. C'est un jugement qui relie un effet et une cause grâce à un connecteur de pensée, un principe de pensée, en l'occurrence le principe de causalité, qui est un principe a priori. Conclusion de la chose, eh bien, c'est que l'ordre n'est pas en quelque sorte inscrit dans la nature, il ne suffit pas de voir. C'est le scientifique qui introduit en quelque sorte de la rationalité dans la nature. Grâce à quoi? Grâce à des connecteurs, grâce à des principes logiques qui sont des principes de la pensée humaine. C'est l'humain, c'est la pensée humaine qui met de l'ordre dans la nature. Vous voyez la différence avec la notion d'ordre cosmique? L'ordre, il n'est pas là a priori, il n'est pas donné en quelque sorte. C'est le travail du scientifique, c'est la praxis, si je puis dire, du scientifique, qui introduit de la rationalité dans le monde. Mais cette rationalité, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour la voir. Il a fallu un travail intellectuel pour relier l'effet et la cause, avec une expérimentation, avec un usage de la méthode expérimentale. Et ce que Kant essaye de faire, ce qu'il appelle la table des catégories de l'entendement, c'est-à-dire la table de ces connecteurs de la pensée humaine, de ces principes de liaison, de synthèse, que sont les catégories de l'entendement,
et notamment, restons-en là à la catégorie de causalité, eh bien ce que Kant va essayer de faire, c'est en partant de la physique de Newton, d'essayer de dégager en quelque sorte les principes de pensée, les principes a priori de la pensée qui sont à l'œuvre dans la science. Je vous donne tout de suite une métaphore qui permet de comprendre le travail de Kant dans cette critique de la raison pure. Imaginez que vous n'ayez jamais entendu parler du jeu d'échecs et que vous assistiez à une partie d'échecs. Et donc vous regardez des joueurs d'échecs, vous ne connaissez pas les règles. Et puis vous voyez des joueurs d'échecs, vous voyez qui déplacent la tour en carré, qui déplacent le fou en diagonale, le cheval il bouge comme ci, que la reine elle bouge dans tous les sens, etc. Et donc si vous êtes très intelligent et que vous observez assez longtemps des joueurs d'échecs, vous allez pouvoir trouver les règles du jeu d'échecs. Vous allez les trouver par réflexion. Vous allez en quelque sorte abstraire de l'observation d'une partie d'échecs, les règles du jeu d'échecs, et puis vous pourrez les écrire, les règles. Vous pourrez faire une notice, et écrire en disant, voilà, la tour se déplace comme ça, le fou se déplace comme ça, les pions comme ça, le roi comme ça, etc. Et bien, c'est exactement ce que fait Kant en partant de la physique de Newton. Donc il regarde comment fonctionne la physique de Newton, quels sont les principes de pensée qui sont à l'œuvre dans la science de Newton, et il les dégage. Et ce sont des connecteurs de la pensée, comme le principe de causalité qu'il trouve et qu'il inscrit dans cette fameuse table des catégories de l'entendement qui se trouve au cœur de la critique de la raison pure. L'idée qui va apparaître et qui va bouleverser complètement l'histoire de la pensée, c'est que la connaissance ne relève pas du verbe orao ou du verbe vidéo. La connaissance n'est pas une vision. La connaissance est une praxis. La connaissance est un travail. Un travail qui consiste, par exemple, à isoler des variables, à mettre des groupes de lapins, à essayer de trouver, de relier entre eux des phénomènes en partant de ce travail concret qui est la méthode expérimentale. Et ça, c'est ce que Kant appelle le schématisme. Je vous raconte ce qui est derrière. Et donc, encore une fois, c'est censé être... Alors, il y a quantité de commentaires. Fichte, Schelling, Hegel, Heidegger ont commenté ce petit texte qui fait d'ailleurs 3-4 pages dans la critique de la raison pure, qui est tout petit, donc qui porte sur la question du schématisme et qui est censé être le passage peut-être le plus difficile à comprendre de toute l'histoire de la philosophie. Vous allez voir ce qui est derrière, c'est parfaitement compréhensible, encore une fois, c'est très simple, mais en effet extraordinairement profond, et ça marque une rupture totale avec le monde grec. La pensée ne sera plus une vision du vrai, mais la pensée sera un travail de connexion, synthèse a priori, synthèse syntétémie posée ensemble, synthesis posée ensemble, relié. Penser, c'est relié, dit Kant. Eh bien, Kant part d'une antinomie entre les empiristes et les cartésiens. Et il va essayer de résoudre cette antinomie par la théorie du schématisme. C'est quand même un peu compliqué, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement compréhensible. Mais c'est tellement génial que ça sort complètement des réflexions qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est toujours assez amusant, ces grands moments philosophiques, un petit peu comme dans les cadences des concertos romantiques de Beethoven, Mendelssohn ou de Brahms ou de Bruch. On a ce moment de virtuosité, ce qu'on appelle la cadence pour le violoniste. C'est un peu le moment de virtuosité absolue à l'intérieur de la critique de la raison pure, mais c'est une virtualité qui va vraiment changer, qui est une bifurcation incomparable dans l'histoire de la pensée. Donc ça vaut la peine de s'y arrêter un peu, même si ça nous sort complètement des réflexions qu'on peut avoir dans la vie quotidienne quand on va faire ses courses chez le boulanger. Ça n'a rien à voir. Mais c'est parfaitement compréhensible pour autant. Antinomie, donc contradiction absolue entre deux thèses, une thèse empiriste d'un côté, une thèse cartésienne de l'autre. Toutes les deux vraies et fausses, selon Kant. Il y a un moment de vérité et un moment d'erreur. Quelles sont ces deux thèses et en quoi la théorie du schématisme va-t-elle proposer une solution de cette antinomie entre empirisme et cartésianisme? Que disent les empiristes? Alors le modèle, c'est Hume, le plus génial, c'est donc ce philosophe écossais qui s'appelle Hume, David Hume, que Kant a parfaitement lu, que Kant a très bien compris, pour lequel Kant a une très grande admiration, mais dont il ne partage pas les idées. Pourquoi? Les empiristes, Hume en tête, disent, contre les cartésiens, qu'il n'existe pas d'idées innées. Les idées innées, c'est de la blague. Pourquoi?
Parce que selon les empiristes, qui sont des psychologues avant tout, eh bien selon les empiristes, toutes nos idées viennent de l'expérience. Elles ne tombent pas du ciel. Et du coup, ça entraîne une conséquence majeure sur le plan épistémologique, c'est en matière de théorie de la science et de la vérité, c'est que toutes les idées que nous avons sont à la fois, notez bien ça, parce que ça c'est le point essentiel, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, toutes les idées que nous avons, par exemple les idées mathématiques, prenons l'idée de triangle, eh bien toutes les idées que nous avons, gardons cette idée de triangle, elle nous servira d'exemple tout au long de cette théorie du schématisme, elles sont à la fois situées dans le temps de ma conscience. Hein, ma conscience est dans le temps. Quand je pense, c'est toujours dans le temps. C'est ce qu'on appelle le sens interne à l'époque. Hein, donc toutes les idées sont temporelles. Elles sont situées dans le temps. Psychologiquement, c'est incontestable. Vous ne pensez jamais hors du temps. Quand vous pensez, quand vous réfléchissez à quelque chose, même si c'est quelque chose de très abstrait, votre pensée se déroule dans le temps. Elle n'est jamais hors du temps. Donc toutes les idées sont temporelles. Et toutes les idées, selon les empiristes, sont particulières. Il n'y a pas d'idée universelle, parce que, en fait, c'est toujours moi qui pense. C'est toujours moi qui pense dans le temps, et c'est toujours moi, petit être particulier, qui pense. Quand je fais des mathématiques, quand j'essaye, par exemple, de tracer sur une feuille de papier un triangle isocèle, eh bien, ce triangle isocèle, il va toujours être dans ma conscience particulière et dans ma temporalité particulière. Il est particulier, il est temporel. Et donc, il n'y a pas de vérité éternelle. Il n'y a pas de vérité innée, il n'y a pas de vérité éternelle. Que disent les empiristes? Ils disent, essayez donc de vous représenter un triangle en général. Chaque fois que vous essayerez de vous représenter un triangle, ce sera forcément un triangle qui aura telle forme et telle qualité, qui sera isocèle, il sera rectangle, il sera ce que vous voulez, il sera grand, il sera petit. Pareil, essayez de vous représenter un chien en général. Allez-y, essayez, vous verrez. Chaque fois que vous essayerez de vous représenter un chien en général, vous vous représenterez un caniche, un chien-loup, un teckel, ce que vous voudrez. Mais le chien en général, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chien en général, il n'y a pas de triangle en général, il n'y a pas de concept en général, il n'y a pas d'idée en général. Il n'y a que des concepts particuliers situés dans le temps de ma conscience. D'où le fait que pour les empiristes, la conclusion de cette constatation psychologique, psychologique au sens du fonctionnement de l'esprit humain, toutes mes pensées sont particulières et temporelles, aucune pensée n'est extratemporelle et universelle, eh bien la conclusion c'est le scepticisme. Pour les empiristes, le raisonnement scientifique, il n'y en a pas d'autre, c'est le raisonnement par induction. Et le raisonnement par induction conduit au scepticisme. Je vous dis pourquoi, c'est une évidence. Le raisonnement par induction, c'est un raisonnement qui vient de l'observation répétée de quelque chose. Par exemple, j'ai observé 10 fois, 20 fois, 100 fois que quand je mettais de l'eau sur ma gazinière, au bout d'un certain temps, elle se mettait à bouillir. Bon. Et qu'en général, c'était autour de 100 degrés. Bon. Je répète l'opération et chaque fois, je m'aperçois qu'en effet, autour de 100 degrés, l'eau se met à bouillir. Et donc, au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, j'en tire la conclusion que l'eau bout à 100 degrés. Je généralise, mais c'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction. Mais en fait, ce que dit Hume, et c'est assez génial à l'époque, on est en plein XVIIIe siècle, à un moment où on croit dans la science, on communie dans le scientisme. Ce que dit Hume, évidemment, c'est que le raisonnement par induction stricto sensu ne débouche jamais que sur des croyances. Je crois que ça va bouillir, mais j'en sais rien en vérité. C'est uniquement parce que la répétition de l'expérience me conduit à penser que puisque ça s'est passé 100 fois comme ça, la 101e, ça va arriver aussi. Mais la vérité, c'est que je n'en sais strictement rien. Et que si ça se passait autrement, je serais très surpris. Mais je ne saurais pas non plus pourquoi. Et donc le raisonnement par induction, il ne nous conduit jamais plus loin que la croyance. Et vous voyez, évidemment, la stratégie de Hume et des sceptiques empiristes, c'est de dire en plein XVIIIe siècle, vous qui êtes scientiste, qui adorez la science n'est qu'une croyance parmi d'autres, pas mieux que la religion. Voilà ce que veut dire Hume. Et c'est normal si on est empiriste. Tous les vrais empiristes sont sceptiques. Ils pensent qu'il n'y a pas de vérité universelle et nécessaire. Il n'y a que des vérités particulières et temporelles, donc relatives à l'esprit humain, à la psychologie humaine. Vous voyez l'idée? Alors,
Kant est d'accord avec les empiristes, il dit oui, au fond, Hume a raison. Toutes mes idées, chaque fois que je pense dans le temps, et c'est des idées qui sont particulières. Je n'ai jamais vu de chien en général, j'ai jamais vu de triangle en général, jamais vu de cercle en général. Donc les idées sont particulières et temporelles. Et donc, comment éviter le scepticisme? Alors on se tourne vers les cartésiens, et les cartésiens disent mais non, les empiristes ont tort. Les empiristes ont évidemment tort. La preuve, c'est que il y a des vérités a priori qui ne viennent pas de l'expérience. Par exemple, je n'ai pas besoin de l'expérience, je n'ai pas besoin de prendre un mètre en ruban pour vérifier expérimentalement que, par exemple, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Je peux le savoir a priori. Donc il doit bien y avoir des idées a priori. Il y a des idées innées. Et donc Descartes invente cette théorie des idées innées pour dire en gros que Dieu habite dans notre tête les vérités mathématiques. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, je n'ai pas besoin de vérifier expérimentalement pour le savoir. De même que je n'ai pas besoin de vérifier expérimentalement que, en multipliant la longueur par la largeur d'un triangle, j'obtiens la surface. Tout ça, je le sais a priori avant d'aller expérimenter. Donc il y a bien des idées innées. Et donc voilà le problème de Kant, c'est qu'il pense que les cartésiens ont raison et que les empiristes ont raison. Donc voyez la question qui va se poser dans la théorie du schématisme. Comment concilier le fait que psychologiquement, toutes mes idées sont particulières et temporelles, et qu'en même temps, oui, les cartésiens ont raison, il y a des vérités qui transcendent le temps, et qui sont universelles, pas particulières, universelles, ça veut dire qu'ils valent pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Par exemple, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, en géométrie euclidienne, pour préciser, eh ben, ça vaut à tous les siècles, dans toute l'histoire, et pour tous les êtres humains. Donc on voit bien que ça transcende ma particularité, et ça transcende le temps. Extratemporel et universel. Comment expliquer ça? La solution, c'est le schématisme. L'idée est la suivante, et c'est la grande idée de Kant, et encore une fois, elle va bouleverser toute l'histoire des sciences. Et il est le premier. Après, tout le monde suivra. L'idée, c'est que les concepts, et donc on va passer du vocabulaire de l'idée au vocabulaire du concept. Idée, je vous le rappelle, eidos, orao, c'est ce qu'on voit. Je vois les vérités mathématiques, par exemple. On va passer au vocabulaire du concept. Concept, en allemand, ça se dit begreifen, et d'ailleurs c'est comme en latin, ça veut dire mettre ensemble, synthétiser, relier, toujours la même idée. Penser, c'est relier. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le concept de triangle? Le concept de triangle, ce n'est pas quelque chose que je vois, ce n'est pas une vision de l'intellect. Le concept de triangle, alors là, faites bien attention, parce que c'est ça le schème du triangle. Le schème du triangle, c'est-à-dire le concept du triangle temporalisé, eh bien, c'est la série des opérations concrètes que je fais avec la règle, le compas, pour construire sur ma feuille de papier un triangle, qui en fin de parcours sera bien un triangle isocèle ou un triangle rectangle, donc particulier. Les opérations que je vais faire dans le temps avec la règle et le compas pour tracer mon triangle sur ma feuille de papier, ce sont bien des opérations qui se déroulent dans le temps, qui arriveront bien donc à un triangle particulier sur ma feuille de papier, mais la série des opérations qu'il faut faire pour construire un triangle restera la même, elle est universelle et intemporelle. Au fond, la construction, la méthode de construction du triangle, elle sera la même pour tous les êtres humains et à tous les siècles de l'histoire. Au fond, ce qui dépasse le temps et ce qui est universel, c'est la méthode de construction du triangle. Ce n'est pas l'image que j'ai construite sur ma feuille de papier qui sera une image particulière. La méthode de construction, elle est dans le temps, mais elle sera la même, encore une fois, pour tous les êtres humains et à toutes les époques de l'histoire humaine. C'est la méthode qui est donc universelle et nécessaire, et intemporelle. Donc la méthode de construction des objets scientifiques, je le répète, elle est universelle, nécessaire, intemporelle, mais elle se déroule dans le temps et elle aboutit à des objets particuliers. Vous voyez comment on résout l'antinomie. La méthode de construction est universelle, nécessaire, extratemporelle. Les cartésiens ont raison, mais les empiristes ont raison. Le concept n'est pas une image générale, comme le concept de chien en général, qui n'existe pas, mais c'est une méthode de construction des objets, des lois scientifiques. Donc la pensée cesse d'être vidéo ou orao. La pensée n'est plus une évidence, une théoria, elle n'est plus une vision
des idées, mais la pensée devient une praxis. Et cette praxis, c'est quoi? C'est la méthode expérimentale de Claude Bernard. Isoler des variables pour relier des causes et des effets. Et donc c'est à partir de là que la science moderne va naître véritablement, l'épistémologie moderne avec. Comme disait Bachelard, reprenant Kant sans le savoir, parce que Bachelard n'était pas un très grand penseur, ni un très grand historien, mais sur cette phrase-là, il a raison. Rien n'est donné, tout est construit, disait Bachelard. C'est parfaitement conscient. Rien n'est donné. Chez les Grecs, tout est donné. L'harmonie est déjà là, les lois sont déjà là. Chez les modernes, à partir de Kant, rien n'est donné, tout est construit. Autrement dit, toute la rationalité du monde sera introduite de l'extérieur par le sujet de la science, par le savant, qui va relier entre eux les phénomènes grâce à ces connecteurs que Kant appelle les catégories de l'entendement. Connecteurs, donc synthèse, jugement synthétique a priori. Troisième élément majeur de la critique de la raison pure, la critique de la métaphysique, c'est évidemment ce qu'on va garder. Alors cette critique de la métaphysique, elle va ouvrir à la philosophie contemporaine, elle va notamment être prise quasi intégralement par Heidegger. Heidegger est vraiment un kantien à cet égard, c'est le grand kantien. Et il a parfaitement compris Kant. Son premier grand livre, c'est le Kant-Bourg, le livre qu'il écrit sur Kant, qui est extraordinairement compliqué, mais d'une profondeur abyssale, pas toujours juste, mais génial. Critique de la métaphysique, pourquoi? Eh bien parce que Kant va introduire l'idée qu'il y a deux finitudes, deux pensées de la finitude. Alors je vous donne juste le principe, parce qu'après la critique est très compliquée. Il y a les antinomies, enfin il y a un tas de choses, la critique des idées, de Dieu, du moi, etc. Bon, du monde, je les laisse de côté, mais je vous donne juste le principe. Kant va distinguer entre deux pensées de la finitude humaine, du fait que nous sommes des êtres finis. Qu'est-ce que c'est que la finitude? Je vais le dire d'abord clairement, parlons hors jargon. La finitude, d'abord, c'est le fait que nous allons mourir, on est fini dans le temps. Mais c'est aussi, et même surtout, le fait que nous ne sommes pas omniscients. Notre entendement est limité. Je ne sais pas tout. Même le plus grand savant ne sait pas tout. Nous sommes finis dans l'espace et dans le temps. Et les marques de la finitude, c'est le péché et l'erreur, c'est la faute et l'erreur. Je ne suis pas parfait moralement et je ne suis pas parfait intellectuellement. Je suis limité, je suis borné dans le temps et dans l'espace. Je vais mourir et je ne sais pas tout. Quand j'ouvre les yeux sur le monde est opaque. Je ne vois pas à travers les murs, je ne suis pas Superman. Je ne vois pas le dernier des grains de sable sur les plages de Polynésie. Dieu voit tout, Dieu sait tout. La définition du divin, dans toute la tradition théologique, c'est que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Et Nietzsche ajoutait, c'est très indiscret. Mais c'est ça, Dieu, c'est l'entendement infini, l'entendement qui n'est pas fini, qui n'est pas limité. Dieu est omniscient. Pensez toujours par rapport à Dieu. Chez les cartésiens, chez Spinoza, chez Leibniz, on pense toujours l'entendement humain par rapport à l'infinité, l'omniscience, ça veut dire de l'entendement divin. Dieu sait tout. Lui, il a la science achevée. Dieu. Que disent les cartésiens? Première pensée de la finitude que Kant va abandonner. Les cartésiens, prenez Spinoza, l'éthique, c'est le plus clair, premier livre de l'éthique, d'Idéo, de Dieu. On commence par Dieu, c'est-à-dire qu'on commence par l'omniscience divine, on commence par l'entendement infini de Dieu, Dieu sait tout, et on pense ensuite l'être humain comme un manque par rapport à Dieu, comme un défaut par rapport à Dieu. On commence par l'entendement infini, et par rapport à lui, nous pensons l'être humain comme borné, comme limité, et donc comme pécheur et comme ignorant. On commet des fautes et des erreurs. Et en plus, on va mourir. Tout ça n'est pas réjouissant. Et donc l'humain, la finitude humaine est pensée en second. Elle est pensée comme un manque par rapport à Dieu. Kant fait l'inverse. Il renverse là aussi. Alors c'est toute la critique contemporaine de la métaphysique qui en sortira, chez Nietzsche comme chez Heidegger, chez Schopenhauer évidemment, qui sera le premier grand disciple de Kant finalement, dans la période contemporaine, c'est-à-dire dans la période de la déconstruction. Kant commence par l'être humain. C'est les premières pages de la critique de la raison pure, l'esthétique transcendantale. Je laisse ça de côté, je ne vais pas rentrer dans les détails. Kant commence par la théorie de l'espace et du temps. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut dire, c'est que le propre de l'être humain, c'est la finitude spatiale et temporelle. Nous sommes limités dans l'espace et limités dans le temps. Et c'est indépassable. Et au lieu de relativiser l'être humain comme les cartésiens par rapport à un Dieu omniscient, Kant va faire l'inverse. Il va relativiser Dieu par rapport à l'être humain.
Autrement dit, Dieu va devenir chez Kant uniquement une idée de la raison. J'ai l'idée d'un entendement infini, j'ai l'idée d'omniscience, mais ça n'est qu'une idée. Alors après, vous avez le droit d'avoir la foi, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas une connaissance, c'est un objet de foi. Et donc on commence par l'être humain, la vérité scientifique c'est celle de l'être humain, seul l'être humain est dans le vrai, c'est l'expérience, on rentre dans le domaine des sciences expérimentales, c'est la grande révolution du XVIIIe siècle. Il n'y a plus, comme chez Descartes, de physique a priori, mais la physique va être expérimentale, la science va être expérimentale, on va partir de l'expérience, donc de la finitude humaine, c'est-à-dire de l'espace et du temps, du monde dans l'espace et dans le temps. Hein. Et donc du coup, le vrai point de vue, c'est le point de vue de l'homme, et par rapport au point de vue de l'homme, eh bien Dieu va encore une fois n'avoir plus que le statut d'une idée de la raison. J'ai l'idée de Dieu, ça c'est incontestable. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'idée de Dieu que Dieu existe. Et donc Kant va critiquer l'argument ontologique, qui est la structure de toute la métaphysique classique, et il va dire, ça n'est pas parce que j'ai l'idée d'un être qui a toutes les qualités que cet être existe. Vous vous souvenez de l'argument ontologique, il est très connu, présent chez Descartes, chez Leibniz, chez Spinoza, même si de manière différente chez les trois, mais c'est quand même la même structure. Je vous rappelle l'argument ontologique. J'ai l'idée d'un être infini, c'est-à-dire d'un être qui a toutes les qualités, tous les attributs que j'appelle Dieu. Or, mineur, deuxième temps du syllogisme, Dieu, cet être infini qui a toutes les qualités, l'existence, donc mineur, l'existence est une qualité, c'est même une qualité éminente d'exister, donc Dieu existe. Et évidemment, cet argument qui consiste à tirer l'existence de Dieu du concept de Dieu, Kant le rejette en disant Dieu n'est qu'une idée de la raison, une idée de la raison humaine. Certes, j'ai l'idée d'un être infini qui a toutes les qualités, j'ai même l'idée d'un être qui, ayant toutes les qualités, doit exister, ce qu'on appelle l'être nécessaire, mais ça n'est que l'idée d'un être nécessaire, ça ne prouve absolument pas qu'il existe. Critique de la métaphysique et de la religion. Vous voyez qu'on a l'équivalent de ce qui va être la caractéristique majeure de tout le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la critique de la religion. Chez Voltaire, mais là chez Kant, évidemment, c'est argumenté de manière incroyablement rationnelle et avec une réflexivité d'une puissance hallucinante. Deuxième volet, la critique de la raison pratique, donc la philosophie morale. Exactement la même structure. On va abandonner l'idée que le juste et l'injuste sont inscrits dans l'ordre cosmique, de même que le vrai n'est pas inscrit dans l'ordre cosmique. Le vrai est apporté par le savant grâce à ses connecteurs, grâce aux principes fondamentaux de la science. Et bien de la même manière, Kant va dire que le juste, ça n'est pas ce qui est ajusté à l'ordre cosmique, qui serait préexistant aux humains. Il va s'agir de construire un second cosmos, une seconde nature, qui est un cosmos purement humain et pas naturel, justement. De quoi s'agit-il? Si je voulais vous en donner juste une image approximative, en première approximation, au fond, la phrase canonique des théories du libéralisme politique peut servir à comprendre la fameuse sentence selon laquelle ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Eh bien, si vous réfléchissez à cette proposition, ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui, eh bien, cette petite phrase, elle est fondatrice d'un cosmos humain qui est le règne du droit, tout simplement. Au fond, le droit, le cosmos, le monde humain, harmonieux, juste, beau et bon, ça n'est pas un monde humain qui copie la nature, comme chez les Grecs, mais c'est le monde de l'auto-limitation réciproque des libertés. C'est ça, le règne du droit, démocratique, si vous voulez, républicain. Et donc, le droit républicain, le monde, le modèle, ça n'est plus le modèle de limitation d'un monde hiérarchisé, comme dans l'univers aristocratique. Le modèle, c'est le modèle républicain. C'est l'idée de limitation réciproque des libertés. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Le fondement de la morale, ce sera le respect. Le respect d'autrui. Ma liberté doit se limiter, je ne dois pas envahir l'autre, je dois respecter l'autre, je ne dois pas lui marcher sur les pieds. Et donc si on applique ce principe, on a un cosmos humain, mais qui n'est plus un cosmos naturel, qui n'est plus une imitation du monde, mais qui est en quelque sorte le résultat d'une volonté d'accord des libertés entre elles. Res publica, la République, l'idée républicaine. Je vous donne le principe de cette philosophie morale de Kant. Le principe, en vérité, vous le trouvez
dans quelque chose que peut-être j'ai déjà évoqué, mais je ne me souviens plus si je l'ai fait, qu'on trouve chez Pic de la Mirandole et chez Rousseau, et qui est ce fameux passage de Rousseau dans lequel il s'efforce de faire la distinction entre l'homme et l'animal au début du discours sur l'origine de l'inégalité. Je vous donne quand même le principe parce que c'est tellement génial. Et en fait, toute la morale de Kant va se construire à partir de l'anthropologie de Rousseau, c'est-à-dire la définition rousseauiste de l'humanité, mais qu'on trouve déjà chez Picot et même chez Protagoras. Mais peu importe l'histoire de cette idée. C'est quoi? Chez Rousseau, on voit apparaître ce petit passage au début du discours sur l'origine de l'inégalité, consacré à un thème qui à l'époque est un thème très classique depuis Descartes, qui est la question de la différence entre l'humain et l'animal. Quel est le propre de l'homme par rapport à l'animal? Qu'est-ce qui fait qu'on va parler des droits de l'homme et pas des droits de l'huître ou du lapin? Encore que, mais bon, ça mettra du temps. À l'époque, c'est pas dans les scanners. L'idée est la suivante. En gros, ce que pense Rousseau, je vous dis ce qu'il pense au fond, mais c'est pas comme ça qu'il écrit, mais peu importe, vous le retrouverez si vous voulez. Il pense que ce qu'on a dit jusqu'à lui, ça tient pas la route. Par exemple, chez les Grecs, chez Aristote, on dit la différence spécifique, comme dit Aristote, entre l'humain et l'animal, c'est la raison. L'être humain, c'est celui qui dispose de la raison, l'animal est bête. C'est pas pour rien qu'on l'appelle une bête. Ce que dit Rousseau, évidemment, ce que pense Rousseau, il ne le dit pas là, mais peu importe ce qu'il pense, c'est qu'évidemment c'est faux, que les animaux sont intelligents, et que, au regard de l'intelligence, nous ne différons des animaux que graduellement, que quantitativement, pas qualitativement. D'ailleurs, toute la zoologie, l'éthologie contemporaine lui donnera raison. En vérité, les animaux sont très intelligents. Il y a une intelligence animale qui est incontestable. Et même d'ailleurs, on peut penser que certains animaux sont beaucoup plus intelligents que certains humains. Ça arrive. Et néanmoins, même un imbécile reste un humain et pas un animal. Pourquoi? Alors, on a une deuxième hypothèse. C'est l'hypothèse classique au XVIIe siècle. La vraie différence entre l'humain et l'animal, non, c'est pas l'intelligence, c'est la sociabilité, c'est le langage. Et là encore, Rousseau, à mon avis tout à fait à juste titre, pense que certains animaux sont bien plus sociables que certains humains, et tous ceux qui ont un chien ou même un chat savent très bien qu'ils parlent tout à fait bien, en vérité. Quand ils ont envie de sortir, quand ils ont envie de manger, ils savent très bien comment nous le dire. Et vous savez que la petite Kanzi, petit bonobo qui est mort l'année dernière, un petit chimpanzé, avait réussi donc à maîtriser parfaitement jusqu'à 200 mots de vocabulaire grâce à l'ordinateur. Et donc, elle était tout à fait capable de comprendre le langage humain. La petite Kanzi, derrière un mur, sans voir ni geste, ni quelque injonction visible que ce soit, quand vous lui disiez « va chercher le seau d'eau qui est dans la cour », Kanzi allait chercher le seau d'eau qui était dans la cour. Elle comprenait parfaitement. Et elle était capable aussi, avec l'ordinateur, de reconnaître les mots. Et donc, c'est pas, là encore, l'essentiel, contrairement à ce que pensent les psychanalystes, c'est pas le langage le propre de l'homme. Non, c'est pas la sociabilité. Là encore, la différence n'est que du plus au moins. Non, la vraie différence, dit Rousseau, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire la liberté. Et il prend un exemple qui est tout à fait parlant et très métaphorique, évidemment, amusant. Il dit, voilà, l'animal est tellement programmé par l'instinct, programmé au sens d'un logiciel d'ordinateur. Le chat, il est programmé pour courir après les souris depuis des dizaines de milliers d'années. Les abeilles, elles sont programmées pour fabriquer du miel depuis toujours. L'animal, il a un programme, il a un logiciel dont il ne peut pas sortir. Il n'est pas libre. Il est programmé par sa nature de chat, de souris ou d'abeille. Et Rousseau prend cet exemple qui évidemment est métaphorique, il dit voilà, l'animal est tellement programmé par son instinct naturel, par son logiciel naturel, qu'un pigeon qui est granivore se laisserait mourir à côté d'un bassin empli des meilleures viandes, et un chat qui est carnivore se laisserait mourir de faim à côté d'un tas de grains, parce qu'il ne pourrait pas s'aviser d'en essayer, dit Rousseau, parce qu'il ne peut pas sortir de son logiciel. Il est programmé par la nature. Et quelle est la conséquence de cette programmation par la nature? Alors qu'ajoute-t-il, je dois le dire, et c'est la fondation de toute la politique moderne, alors qu'en l'être humain, dit-il, dit Rousseau, la volonté parle encore quand la nature se tait. C'est ça la liberté. Je peux aller contre la nature. Par exemple, je peux boire et fumer jusqu'à en mourir, ce que les animaux ne font que très rarement. Pas du tout en vérité.
Quelle est la conséquence? Vous voyez la conséquence, la Rousseau aussi l'analyse, elle est géniale la conséquence. Et là, elle est assez peu contestable en vérité. Elle pose d'ailleurs aujourd'hui un tas de problèmes aux éthologues et aux biologistes. J'ai eu une quantité de discussions avec mes amis biologistes sur le sujet, mais l'intuition de Rousseau est très puissante. Il dit la preuve que l'être humain n'est pas programmé par la nature, et là la preuve est très très forte, c'est que, à la différence de l'animal, l'être humain a une histoire. S'il était programmé par la nature, il n'aurait pas d'histoire. Il faut, pour avoir une histoire, être capable de s'arracher à la nature. Exemple, pour illustrer le propos, quand vous regardez les reportages animaliers sur les petites tortues marines, vous avez tous vu ces images, les petites tortues qui sortent des œufs qui ont été pondus, qui ont été enfouis dans le sable, et quand vous voyez la petite tortue sortir, elle est grande comme ça, elle se fait bouffer par les frégates, d'ailleurs par les mouettes, pour beaucoup d'entre elles. Mais ce qui est fascinant, c'est que la petite tortue n'a besoin d'aucune éducation. Elle sait tout faire tout de suite. Elle sait marcher, elle sait trouver la direction de l'océan, elle sait nager, elle sait bouffer. Zéro éducation. Les parents ne jouent aucun rôle dans l'éducation de la tortue. Ça veut dire que la tortue n'a pas d'histoire individuelle. Elle est comme dans les poupées russes, un adulte en miniature. Zéro histoire individuelle de la tortue, elle sait tout faire tout de suite, là où le petit homme reste à la maison jusqu'à 25 ans. C'est pas la même chose. Et vous le laissez tout seul quand il sort de l'œuf, si je puis dire, il meurt en 3 jours. Première historicité qui prouve qu'on n'est pas programmé par la nature. La petite tortue, elle est programmée par la nature. Donc, historicité de l'individu, ça s'appelle l'éducation chez nous. Et ça dure très longtemps. Peut-être tout au long de la vie. Et puis, deuxième historicité, non plus celle de l'individu, mais celle de l'espèce. Et là, Rousseau prend aussi un exemple qui est très bon. L'exemple des sociétés animales. Les sociétés animales n'ont pas d'histoire. Les termitières, les fourmilières et les ruches sont les mêmes depuis des dizaines de milliers d'années. Zéro histoire au niveau de l'histoire politique et culturelle. Je ne parle pas de l'histoire de l'évolution dont parlera Darwin, c'est une autre historicité. Mais au niveau de l'histoire culturelle et politique, les sociétés animales ne font que répéter les mêmes gestes depuis des milliers d'années. Pourquoi? Parce que ces sociétés animales sont entièrement guidées par la nature. Si vous prenez les sociétés humaines, les grandes villes, New York, Londres, Paris, etc., elles bougent de 10 ans en 10 ans, de 100 ans en 100 ans, de 1000 ans en 1000 ans, elles sont méconnaissables. Le propre de l'humain, c'est donc l'historicité de l'individu, ça s'appelle l'éducation. Pourquoi Rousseau écrira l'Émile? L'historicité de l'espèce, ça s'appelle la politique et la culture, c'est pourquoi il écrit le contrat social. Et dans les deux cas, cette historicité témoigne de la perfectibilité humaine, c'est-à-dire du fait que l'être humain est le seul à avoir la liberté de s'arracher au déterminisme de la nature. Notre histoire n'est pas notre code. Nous ne sommes pas entièrement programmés par la nature. Et à mesure que nous en échappons, que nous nous émancipons du programme, du logiciel de la nature, eh bien nous rentrons dans l'historicité. Si nous étions comme la petite tortue programmée par la nature, nous n'aurions pas d'histoire. Conséquences morales. 3 conséquences que vous retrouverez intactes dans la morale de Kant. Première conséquence, la condition de toute morale, c'est la liberté, entendue comme capacité de s'arracher à la nature. Si j'étais entièrement guidé par la nature, eh bien, je n'aurais pas de libre arbitre, je ne pourrais pas choisir entre le bien et le mal. Je serais comme un animal, je ferais ce que je ferais, point final. Mais je ne pourrais pas, par exemple, on ne pourrait pas me reprocher d'avoir commis un crime. On ne reproche pas à un chien de vous avoir mordu. On lui donne un coup de pied éventuellement quand on est bête, mais on ne va pas lui reprocher comme une attitude immorale de vous avoir mordu le mollet. Pour reprocher quelque chose à quelqu'un, il faut pouvoir imaginer qu'il aurait pu faire autrement que ce qu'il a fait. Et donc il faut lui imputer le libre arbitre, c'est-à-dire justement la capacité de s'arracher à la nature. La condition de la moralité, c'est la liberté entendue au sens de Rousseau. Et les 2 autres conséquences, vous les retrouvez dans le fameux impératif catégorique. Si je m'arrache à ma particularité, c'est quoi ma particularité? C'est d'abord et avant tout ce que Freud appellera le cher moi, c'est-à-dire l'égoïsme. Pour s'occuper des autres, se soucier d'autrui, il faut s'arracher à soi. Sinon, il peut toujours courir autrui. Eh bien, il faut la liberté pour s'arracher à soi. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'arrache à ma particularité? C'est à mon intérêt personnel, pour prendre à sa pseudo-générosité. Sa générosité apparente, elle s'évanouira d'un seul coup.
De la même manière, quand vous hélez un chauffeur de taxi, vous n'allez pas vous agenouiller devant lui pour remercier, simplement vous lui donnez 15 euros et on n'en parle plus, il fait son boulot. C'est pas immoral, mais c'est amoral. On n'est pas dans la moralité. En revanche, si vous êtes convaincu que quelqu'un vous a vraiment rendu service de manière extrêmement généreuse, si c'est possible d'imaginer ça sans avoir aucun intérêt à le faire, eh bien vous allez là le remercier chaleureusement et trouver que c'est un type bien. Et vous lui attribuerez un caractère vertueux. Eh bien, le désintéressement, l'universalité, c'est au fond les deux faces d'une même médaille, suppose tous les deux la liberté, et c'est cela que vous retrouverez évidemment dans la morale de Kant et dans tout le droit moderne qui est intégralement kantien. La preuve, dans n'importe quel procès en assise, eh bien, on fait appel à des psychiatres pour essayer de savoir si c'est la nature ou la liberté qui a parlé. Si quelqu'un a été, par exemple, sous l'emprise d'un coup de folie, il aura ce qu'on appelle des circonstances atténuantes parce qu'on ne lui imputera pas la liberté entière de ses choix. Vous voyez bien qu'on est dans une perspective tout à fait kantienne. Je termine avec l'esthétique, mais je ne vous en dis rien. Peut-être qu'on y reviendra parce qu'on va s'arrêter là. Mais c'est pareil, il y a une magnifique antinomie de l'esthétique dans la critique de la faculté de juger. Et le beau sera défini par Kant, et d'ailleurs par tous les modernes, mais après ça devient plus compliqué, non pas comme le microcosmos, c'est-à-dire comme une imitation de la nature, comme une reproduction en petit de l'harmonie du grand tout, de l'harmonie cosmique, mais le beau va se définir comme ce qui plaît à la sensibilité humaine. Comment ça s'appelle en grec la sensibilité humaine? Ça s'appelle aïstésis. Et voilà pourquoi la philosophie du beau, au milieu du XVIIIe siècle, chez Baumgarten, avant Kant, par conséquent, avant qu'il n'écrive la critique de la faculté de juger en 1790, eh bien la philosophie du beau va prendre le nom d'esthétique. Pourquoi? Parce que ce sera non plus la théorie de ce qui imite le cosmos, objectivement, mais ce sera la théorie de ce qui plaît à la sensibilité. Comme diront tous les classiques français, Molière, Racine, Boileau, l'essentiel est de plaire à la sensibilité. Aïstésis, le beau, c'est ce qui touche la sensibilité, ce qui suscite des émotions. Et là, vous aurez deux thèses que Kant va rejeter, comme dans la théorie du schématisme, et pour les mêmes raisons. Vous aurez l'esthétique classique, c'est-à-dire l'idée que le beau, c'est l'illustration sensible dans un matériau sensible, le marbre du sculpteur, les vibrations sonores du compositeur, la couleur du peintre, le marbre, ou la pierre d'ailleurs de l'architecte. L'idée, c'est que le beau, c'est l'illustration sensible d'une grande vérité de la raison. Prenez par exemple Molière. Molière, il décrit des grands types humains, le misanthrope, le don Juan, les snobs, les précieuses, etc. L'hypocondriaque, celui qui a peur, le malade imaginaire. Et donc le beau sera considéré comme l'illustration d'une grande vérité. J'avais parlé du jardin à la France. Le beau seul est vrai, le vrai seul est aimable, il doit régner partout et même dans la fable. Et puis on illustre les idées de la raison. Le beau, c'est la délicatesse, comme on dit, l'esthétique du je ne sais quoi et du presque rien. L'esthétique de la délicatesse, c'est ce qui touche la sensibilité, ce qui émeut, ce qui touche le cœur. On est dans Pascal et plus dans Descartes. Et ce que Kant te dira de manière géniale, c'est que qui fonde la morale de Rousseau et de Kant, évidemment, va déboucher sur une conception de la vie bonne, qui est une conception par l'histoire. On sauve sa vie, encore une fois, quand on contribue au progrès de l'humanité, par exemple par une grande découverte scientifique, ou par un grand progrès politique, ou de civilisation. Ou à la limite par une grande œuvre littéraire ou artistique. On peut aussi contribuer au progrès quand on est Bach ou quand on est Monet ou Pissarro. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.